Ce matin-là, je suis arrivé un peu plus tôt que d'habitude aux ateliers de la plaine d'Alsace. Il faisait encore nuit, l'air sentait le métal froid, l'huile et quelque chose d'étrange. Je me sentais pas bien, va savoir pourquoi. Je bosse là depuis 22 ans. J'ai commencé quand mon fils avait même pas un an. Contremaître principal depuis plus de 10 ans, sans un seul accident grave à mon actif. Et ce matin-là, on m'avait convoqué au bureau des RH, sans prévenir. Je me suis dit, peut-être une réorganisation, une nouvelle procédure à signer. Ouais, tu parles. Quand je suis entré, il y avait Madame Collin, RH, et un jeune type en costard que j'avais déjà croisé 2, 3 fois sur le site. Il s'appelait Julien Bachet, un ingénieur tout droit sorti de Strasbourg, même pas 30 ans. Et là, elle me sort ça. Monsieur Heitz, la direction a décidé de réorganiser les postes de supervision. Votre poste est supprimé. Julien prendra la relève à partir d'aujourd'hui. Juste comme ça. Froid. Section. Pas un merci, pas un regard en arrière. On me laissait 2 semaines. 2 semaines pour tout lui transmettre. Tout. Mes routines, les bons réflexes, les erreurs à éviter, les signaux faibles sur les machines, les bruits bizarres qu'on reconnaît même avec des bouchons dans les oreilles. Je vous jure, je suis resté là, la feuille de licenciement en main, avec un mélange de vide et de colère. Pas parce que je m'en allais, mais parce qu'on me remplaçait sans rien comprendre à ce que je faisais vraiment. Sur le chemin du retour, j'ai même pas eu envie de rentrer chez moi tout de suite. Je me suis arrêté à la station d'à côté, je me suis pris un café tiède, puis je suis resté dans la bagnole, moteur coupé, à regarder le ciel bien gris au-dessus des entrepôts. Et là, je me suis souvenu de mon premier jour. Mon fils dormait encore dans son lit à barreaux. Ma femme m'avait laissé 2 semaines plus tard. L'usine, c'est devenu mon ancre, mon refuge. J'y passais mes journées, mes samedis, mes soirs. Parce qu'au moins là, j'avais l'impression d'être utile. Dans ma boîte à gants, il y a un vieux carnet. Un de ceux que je remplissais au fil des années, incidents évités, idées de maintenance, petits gestes qui sauvent de des doigts, je l'ai ouvert. Et je me suis dit, LS peuvent m'enlever mon poste, mais s'ils laissent ce gamin gérer ça sans comprendre le terrain, c'est pas juste un contremaître qu'ils vont perdre. Ils sont en train de créer une bombe à retardement. Les jours qui ont suivi, j'étais là, mais j'étais plus vraiment là. Physiquement, je me tenais debout à côté de Julien, à lui montrer les trucs de base. Mais dans ma tête, j'étais déjà en train de me demander comment tout ça allait tourner. Julien, il est pas méchant, hein, poli, souriant, bien habillé, bien formé, trop bien formé justement. Lui, il voit le monde en pourcentage. Rendement, efficacité, indicateur de performance, tout est propre, tout est mesurable, mais il sait pas écouter un moteur qui fatigue. Il sait pas voir quand un gars traîne des pieds parce qu'il a mal au dos, mais qu'il ose pas le dire. Il sait pas qu'on serre pas une vanne trop fort quand elle a pris l'humidité pendant une semaine. L'humain, pour Julien, c'est un facteur d'ajustement dans ses tableaux. Pour moi, c'était le cœur du boulot. Ça fait des années que je vois l'usine changer. Avant, les chefs connaissaient pas les prénoms des gars. On bossait dur, mais on rigolait aussi. Maintenant, tout est standardisé. Il y a des affiches sur les murs, des slogans que personne lit, des réunions où on passe plus de temps à cocher des cases qu'à régler des problèmes. Et puis il y a les budgets. Ils ont commencé à rogner petit à petit. Moins de temps pour l'entretien préventif. Moins de stock de pièces de rechange, mais par contre, faut sortir les commandes de plus vite, avec moins de marge d'erreur. Tout ça piloté depuis Lyon par des types qui ont jamais mis les pieds dans un atelier. C'est comme si on voulait faire tourner une machine sans jamais la graisser. Un jour ou l'autre, ça grippe. Et quand ça grippe, c'est pas un chiffre dans un tableau qui ramasse les morceaux. Un matin, on faisait la ronde. Je lui montre une presse qu'on surveille depuis des mois. Je lui dis « Fais gaffe à la vibration, elle a changé de fréquence ». Il me regarde et il note sur sa tablette « Affaire inspectée ». Voilà, terminé. Il passe à autre chose, je lui dis pas, mais cette vibration, je la sens dans mes os. Ça fait 15 ans que je connais cette machine. Elle respire plus pareil. Julien, lui, il note, il classe. Mais il comprend pas. Et ce qui me foutait la boule au ventre, c'est que dans 2 semaines, c'est lui qui allait gérer ça. Lui et ses jolis graphiques. L'usine, c'est comme une vieille maison. Tu peux changer les volets, repeindre les murs, mais si tu touches aux fondations sans comprendre comment elle tient debout, tu la fais s'écrouler. Et je crois bien que Julien allait foutre un grand coup de masse dans les fondations. J'étais à 2 jours de mon départ. J'avais presque fini de lui montrer les bases, même si, entre nous, 2 semaines, c'est ridicule. Je faisais le taf comme toujours. Je disais rien, mais je voyais bien ce qui m'attendait à la sortie. Le vide. Et puis, il y a eu cette pause, on était au local technique. J'étais en train de refaire le plan de maintenance préventive pour qu'il l'ait sous la main. Et là, je l'entends, dans le couloir, au téléphone. Julien, il parlait avec un gars du siège. Oui, je pense qu'on peut alléger les contrôles de sécurité sur les lignes secondaires. On a une belle marge de tolérance. De toute façon, les incidents viennent toujours des postes critiques. Je vous jure, j'ai senti mon estomac se nouer. Il allait réduire les contrôles de sécurité. Après tout ce qu'on avait mis en place, après les années à batailler pour faire comprendre qu'une panne, ça commence jamais là où on l'attend, ce que j'ai entendu ce jour-là, ça m'a glacé. Parce que c'était pas juste une erreur de jugement, c'était un raisonnement dangereux. Et moi, j'étais sur le point de laisser ce gars-là aux commandes. Alors j'ai fait ce que j'avais pas fait depuis longtemps. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Yanis, mon ancien collègue à la maintenance,
puis Pascal, du contrôle qualité, et enfin Jean-Marc, l'ancien mécano, des gars de confiance, des gars qui avaient de la bouteille. On s'est retrouvés 2 jours plus tard, chez Jean-Marc, dans son garage à Châtenois. Un vieux canapé, des bières, et nos téléphones posés écran vers le bas. C'était pas une réunion officielle, mais on savait tous pourquoi on était là. J'ai entendu Julien parler de réduire les contrôles sécurité, je leur ai dit. Et vous savez comme moi que si on commence à jouer avec ça, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Ils ont hoché la tête. Chacun avait déjà vu des signaux d'alerte, pièces pas remplacées à temps, équipe en sous-effectif, incident étouffé. Alors on a décidé un truc simple, on reste en contact, on documente tout ce qui cloche, on prend des photos, on garde des copies de rapports, et surtout, on garde nos numéros, parce qu'un jour ou l'autre, ça allait péter. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec une drôle de sensation. J'étais plus seul, et peut-être que j'étais plus contre-maître, mais j'étais pas encore inutile. Mon dernier jour à l'usine est arrivé comme un matin d'hiver sans lumière. Pas de pot de départ, pas de discours, juste un badge qu'on rend et un merci pour votre contribution prononcé du bout des lèvres. J'ai serré quelques mains, pas toutes. Julien m'a dit « Merci pour votre professionnalisme, Marcel. J'espère pouvoir m'en montrer digne. » J'ai hoché la tête, mais dans ma tête, je me disais « T'as aucune idée de ce que t'as entre les mains, gamin. » J'ai quitté l'usine à pied ce jour-là. C'était pas loin et j'avais besoin de marcher, besoin de sentir autre chose que la vibration des machines. Mais je savais déjà que j'allais pas vraiment tourner la page. Parce que 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Yanis. Une machine avait eu un problème sérieux, un capteur défaillant qu'on avait signalé des semaines plus tôt. La direction avait jugé que ça pouvait tenir encore un peu. Et là j'ai compris, c'était pas une dérive passagère, c'était un plan, une stratégie. Sous-investir dans la maintenance pour gagner du temps. Jouer avec la sécurité comme on joue à la roulette, et espérer que ça tombe jamais sur le rouge. C'est là que j'ai pris une décision que j'avais jamais envisagée. J'ai contacté le comité régional de sécurité industrielle, et j'ai déclenché une inspection surprise. Hélène Barthélémy, du comité, m'a rappelé rapidement. Elle connaissait bien le site de Célestat, il y avait déjà eu des alertes, mais rien d'assez solide. Moi, j'avais des éléments, des photos, des rapports non traités. Elle m'a dit, on va lancer une inspection inopinée dans la quinzaine. Je me sentais à la fois soulagé et nerveux. Et puis, 3 jours plus tard, coup de fil de Diego, affolé. « Marcel, ils savent. La direction sait que c'est toi. Ils préparent tout pour l'inspection, ils refont les marquages au sol, ils nettoient, ils bricolent les capteurs à la va-vite et ils font faire des heures sup à tout le monde. » Pas longtemps après, je me retrouve avec une lettre en recommandé à la maison. Un avocat mandaté par les ateliers. Il m'accuse d'ingérence malveillante et me menace de poursuite pour rupture de clause de confidentialité. Je l'amène chez Maître Schneider, à Colmar. Il lit, il souffle du nez et me dit « Il bluffe. Il n'y a rien de légal là-dedans. Ils veulent juste vous faire peur. » L'inspection a bien eu lieu. Ils ont maquillé ce qu'ils pouvaient, mais pas tout. Résultat, quelques pénalités, des observations, rien de spectaculaire. Moi, j'étais furieux. Je voulais du changement, pas une tape sur les doigts. Et c'est là que Pascal m'a tout balancé. Il avait vu des demandes de maintenance refusées, des mails, des alertes enterrées, et même une blessure récente, un jeune, qui aurait pu être évité. Tout ça documenté. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette boîte, elle changerait pas avec des inspections. Pas tant qu'on taperait, pas là où ça fait mal. L'image, l'argent, les clients. Et là, je me suis dit, d'accord, si on doit se battre, alors on va le faire. Mais à notre façon. C'est drôle, hein? J'ai jamais été un meneur, j'ai toujours préféré le terrain, la technique, le concret. Mais ce jour-là, chez Jean-Marc, j'ai compris que si on voulait sauver cette usine, et les gens qui y bossent, il fallait que quelqu'un prenne les devants. Et ce quelqu'un, apparemment, c'était moi. On était 6 dans son garage au fond d'un lotissement à Châtenois. Yanis, Pascal, Jean-Marc et 2 anciens de la logistique. Des gars bien, pas des révolutionnaires, juste des types fatigués de voir les choses se dégrader pendant que la direction ferme les yeux. On a commencé à tout mettre à plat, ce qu'on savait, ce qu'on pouvait prouver, ce qui manquait. On s'est dit une chose simple, si on balance tout trop vite, il nous broie. Par contre, si on construit un vrai dossier, solide, documenté, avec des faits irréfutables, là ça change tout. Le plan était simple, on allait rassembler des preuves. Des vrais, pas des rumeurs, pas des impressions, du béton. Pendant 2 semaines, on a bossé dans l'ombre. Moi, j'ai arrêté d'aller à la pêche, de voir mes potes au bistrot du coin. J'étais partout à la fois, à appeler des anciens collègues, à récupérer des photos, des documents, des rapports enterrés. Et puis j'ai commencé à frapper aux bonnes portes. D'abord, Georges Lemoine, de Hydrotech Alsace, un de nos plus gros clients. Je l'ai rencontré dans un petit café à Colmar. Je lui ai montré une série de rapports sur les soupapes de pression défectueuses. Il a blêmi. Si ces pièces foirent, ça peut mettre en danger tout un circuit hydraulique. Marcel, tu réalises que ça peut toucher nos propres clients, là? C'est pour ça que je viens te voir. T'as plus de poids que moi, mais moi j'ai les preuves. Ensuite, j'ai recontacté Hélène Barthélémy, du comité sécurité. Elle aussi, je l'ai vue à part, discrètement. Elle a épluché les documents pendant 1 heure sans parler. À la fin, elle m'a dit «
Là, on n'est plus sur des négligences, c'est du pénal potentiel. Et puis, il y a eu ce moment, celui que j'avais pas prévu. J'ai décidé d'aller parler à Julien Bachet, oui, le fameux. Je lui ai donné rendez-vous dans un coin tranquille, hors du site. Il a accepté, à ma grande surprise. Il m'a écouté, longtemps. Je lui ai rien caché, je lui ai dit que les audits allaient le pleuvoir, que les clients allaient réagir, qu'ils pouvaient faire comme la direction ou qu'ils pouvaient faire ce qui est juste. Tu sais pas ce que tu risques, Marcel. Et toi, Julien, tu sais ce que tu risques à laisser faire? Un accident, une vie brisée et ton nom au bas du rapport. Je lui ai laissé un dossier, je lui ai laissé mon numéro et je lui ai dit « Réfléchis, si t'es partant, on t'accueillera ». Je suis rentré chez moi vidé, mais au fond, une petite voix me disait que tout n'était pas perdu, qu'il suffisait d'une fissure dans la façade pour que tout le mur commence à trembler. Je savais pas encore si Julien allait me rappeler, mais moi, j'avais lancé les dés. Et cette fois, c'est pas eux qui trichèrent avec les règles, c'était nous qui changions la partie. 3 jours plus tard, je suis dans mon jardin en train de tailler un vieux prunier quand mon téléphone vibre dans ma poche. Un message, numéro inconnu, j'ouvre et là je lis « Je suis partant ». De quoi avez-vous besoin de moi? C'était signé Julien. J'ai relu le message 3 fois. Et puis je me suis assis. Je crois que j'ai souri sans m'en rendre compte. Parce que ce message-là, c'était le point de bascule. C'était plus juste moi, l'ancien contremaître qu'on avait viré discrètement. C'était moi, avec un pied dans la porte. Le lendemain, nouvelle secousse. Un appel de Léonard Winter, le directeur du site. « Marcel, on a une urgence. La grande presse hydraulique vient de tomber en panne, plus rien ne sort. Maintenant, c'est débordé. Personne ne comprend le problème. » Il me supplie presque. « Tu peux venir voir? Tu connais cette machine mieux que quiconque. » Je prends une grande inspiration. « D'accord, mais j'ai 3 conditions. » « Ouais ?» J'avais attendu ce moment toute ma vie. Et cette fois, c'est moi qui tenais les rênes. Je lui dis « Je viens avec mon équipe. Yanis, Pascal, Jean-Marc, des gars fiables. Pleine autorité sur les réparations. Personne ne m'interrompt. Accès complet à tous les rapports de maintenance des 6 derniers mois. Silence, puis marché conclu. On débarque à l'usine comme un commando. Je redécouvre les lieux, mais ce que je vois me serre le cœur. Machine sale, marquage au sol effacé, odeur d'huile rance. Des ouvriers épuisés, tendus, mal formés. Julien est là, un peu pâle, mais il nous accueille avec respect. On file droit à la presse. Yanis jette un œil et me dit direct « C'est pas juste un capteur, il y a 3 circuits de régulation qui sont toutes. Ça chauffe depuis des semaines. » Pendant 3 jours, on bosse non-stop, on démonte, on nettoie, on remplace, on bosse comme on sait le faire, avec méthode, avec cœur. Julien reste, observe, pose des questions. Il apprend, il écoute. Et moi, je vois quelque chose changer dans son regard. Mais surtout, pendant ces 3 jours, j'envoie un rapport à plusieurs directions de groupes partenaires. Un document complet, photos, anomalies, alertes ignorées, impact possible, et à la fin, un mot, situation critique, risque opérationnel et juridique majeur. Résultat, Hydrotech, Alsace suspend temporairement les commandes, et ça, croyez-moi, c'est le coup de semonce que l'usine redoutait. 3 jours après la réparation, le siège débarque. Un audit complet est lancé. Et dans la semaine qui suit, 3 responsables sont démis de leurs fonctions, dont un directeur de la production, trop pressé de faire du rendement sans écouter les techniciens. Et là, coup de théâtre, le nouveau directeur des opérations me convoque. « Marcel, ce que vous avez fait ici, c'est impressionnant. L'usine vous doit beaucoup. On voudrait vous proposer un poste de consultant à long terme, bien payé, bien encadré. Vous auriez carte blanche pour revoir tout le système. » Je l'ai regardé, j'ai repensé à tout, à mon départ, à la colère, à l'oubli, et je lui ai répondu simplement « Merci, mais je veux pas revenir en arrière. Par contre, je suis prêt à aider, à ma façon, quand je le choisis, et pour des gens qui veulent vraiment écouter. » Je suis pas retourné à l'usine comme employé, pas remis un badge autour du cou, pas repris un bureau avec mon nom sur la porte, et j'en ai jamais eu besoin. Ce que j'ai compris, c'est que ma place, c'est plus d'être au centre de la machine. C'est d'être celui qu'on appelle quand la machine commence à trembler. Celui qui connaît les vis cachées, les sons qui alertent, les silences anormaux. Depuis, je suis devenu consultant indépendant. Pas le genre en costard avec des PowerPoint, le genre qui vient avec une lampe frontale, un carnet et une équipe qui tient la route. J'ai repris contact avec des anciens collègues, des gars dans d'autres usines, des jeunes qui veulent apprendre avant de gérer. Et surtout, je choisis avec qui je bosse. Julien, lui, il a tenu bon. Il a pris des coups au début, mais il a appliqué les protocoles, il a recruté les bons profils et surtout, il a appris à écouter. Tu sais, il n'y a pas d'école pour apprendre à écouter un moteur, pas d'algorithme pour ressentir quand une équipe commence à craquer. Mais ça, Julien l'a compris. Et pour ça, je lui tire mon chapeau. On se voit de temps en temps. Il m'appelle quand une situation devient trop tendue et moi je viens, pas pour sauver la boîte, pour protéger les gars sur le terrain, ceux qu'on voit jamais dans les rapports de direction, ceux qui portent des bleus, pas des badges, dorés. Et puis, il y a les jeunes. Il y a ce gosse de 19 ans à l'atelier de Münster qui m'a dit l'autre jour « C'est vous, Marcel, le contremaître qui a foutu la pression à Hydrotech ?» Je lui ai souri. « Non, moi je suis juste un vieux qui a refusé de fermer sa gueule. »
C'est pas grand-chose, tu vois, juste une voix. Mais parfois, c'est suffisant pour changer le cours des choses. Alors non, je suis plus contremaître. J'ai plus de hiérarchie, plus de planning, plus de badge, mais ce que j'ai, c'est la confiance des gars. C'est une équipe. Et c'est le sentiment, le soir, quand je me couche, que j'ai pas laissé les choses pourrir sans rien dire. Et ça, crois-moi, c'est la plus belle fiche de paie que j'ai jamais eue. Voilà. C'est ça mon histoire, celle d'un type qu'on a voulu effacer et qui a choisi d'ouvrir sa gueule au bon moment. Pas seulement pour moi, pour les collègues, pour les copains, pour faire du vrai bon boulot.